Bien, si vous voulez, on va débuter notre Assemblée générale parce qu'on est déjà en train de prendre un peu de retard et puis on a un timing qui est très serré. Et comme on veut entendre tous nos intervenants, on a le président de la Compagnie nationale qui doit partir parce qu'il a un train tout à l'heure. Donc on va lui laisser quelques temps la parole et on va commencer notre Assemblée générale. Donc Madame la présidente du Haut Conseil, chère Florence Pévernès, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, c'est comme ça qu'on dit, je crois, maintenant, mon cher Lionel, Monsieur le Président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, cher Yannick, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette Assemblée générale. C'est le point d'orgue de toute institution et comme vous le savez, on profite depuis quelques années des universités d'été, qui sont le rassemblement de beaucoup de consoeurs et de beaucoup de confrères, pour tenir ce moment important, qui est celui de notre Assemblée générale. Alors, je vais vous en présenter rapidement le sommaire. Nous allons d'abord, dans un premier temps, parler de la partie réglementaire. Bien évidemment, vous aurez une vidéo rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2020, mais aussi des premiers projets 2021, parce que tout se chaîne et le temps va très très vite. On vous présentera après ce qu'on appelle le rapport moral du président, mais qui est le rapport moral de la CRCC et des élus de la CRCC. On fera un point sur le focus du contrôle d'activité qui sera présenté par mon ami Laurent Dupas. Et puis notre trésorière Marine Julien vous présentera les comptes de l'institution. On aura le rapport du censeur, d'un des censeurs ou de la représentante du collège des censeurs. On passera au vote, c'est important. On aura quelques questions si vous le souhaitez, auxquelles on répondra bien évidemment. Et puis après, on partira sur une partie plus institutionnelle où j'aurai le plaisir d'échanger donc avec Madame la présidente du H3C et avec le président de la CNCC, Yannick Olivier. Alors, si vous en êtes d'accord, on ne va pas perdre de temps dès maintenant. On va regarder notre vidéo et la rétrospective.
Donc bien évidemment, c'est vrai que ça nous fait un résumé très rapide de ce qui s'est passé en 2020 et 2021. 2020 était une année bien particulière à de nombreux égards. Bien évidemment, on est aujourd'hui en septembre 2021. On est en train de parler de l'année 2020. Ça paraît bien loin, mais je rends bien évidemment hommage à l'équipe qui a été menée par Olivier Salustro autour de la mandature précédente et qui a eu cette année 2020 très particulière où il a fallu s'adapter. Et je crois que les commissaires aux comptes ont encore une fois montré, mais je dirais comme de nombreux autres professionnels, toute leur capacité de résilience et d'adaptation, parce que la sidération passée dès le mois de mars du premier confinement, c'est comme vous avez pu le voir, beaucoup d'actions qui ont été menées. On a pris le relais avec une nouvelle équipe dès le mois de novembre. Et bien évidemment, on a de nouveaux projets qui sont dans la continuité de ce qui a déjà été fait, mais aussi qui vivent avec l'actualité. Alors, le rapport moral, vous avez pu avoir un document qui vous est remis, il y a le rapport moral et financier qui vous a été remis en début d'assemblée. Vous pouvez vous procurer, bien évidemment, à l'issue de cette assemblée. Je ne vais pas vous le lire in extenso, parce que sinon on ne va plus avoir le temps. Rapidement, je vais repartir simplement sur les commissions, je dirais, qui ont été pérennisées pour certaines, développées pour d'autres ou innovées pour encore d'autres commissions qui ont été faites donc en 2020 et 2021. Vous parlez rapidement de leur activité et puis des services, bien évidemment, de la CRCC. Alors, il y a une commission qui a été créée, mais qui a été d'actualité, et bien évidemment, elle ne surprendra personne, c'est la commission prévention. On a mis en place, dès le début de notre mandature, une commission prévention qui est ouverte, je dirais, bien au-delà des élus de la CRCC, puisqu'on a la chance aussi d'avoir des juges qui participent à cette commission, sous la houlette de Christian Tessiot, que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais aussi, on a la chance d'avoir le procureur auprès du tribunal de commerce de Paris qui participe à toutes nos commissions. Et puis, on a Bertrand Boudevin, un mandataire judiciaire, et on essaiera encore de développer, je dirais, cette commission en fonction, bien évidemment, de l'actualité et de la reprise que l'on espère tous, et de cette sortie de crise dont on parle et qui jalonne, je dirais, les allées de ce congrès, de ces universités d'été. Donc, commission prévention, commission mission et prestations. Donc, celle-là, elle continue, bien évidemment, mais avec un gros programme d'actualité et qui est un outil de revue fiscale. On en a peut-être un peu parlé tout à l'heure dans la présentation rapide que vous avez eue. Bien évidemment, cette commission va travailler et présentera un outil performant au cours de l'année. Je pense qu'on le fera avant la fin de l'année. La commission innovation qui repose sur 3 pôles, le développement des cabinets, les start-up, mais aussi un outil pour la formation continue, qui est sous la présidence et sous la houlette de ma vice-présidente Sabrina Cohen. La mission, tout à l'heure j'ai oublié de citer, mais la commission mission et prestations étant dirigée par Jean-Marc Fleury. Et puis commission audit informatique, c'est Frédéric Burban, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui continue à œuvrer à la tête de cette commission, qui elle aussi est ouverte avec de multiples professionnels. Avec notre réussite, ça a été le lancement de Visinao cette année. On va passer à des nouvelles versions très rapidement, et des Visinao, on est en train de le développer dans d'autres CRCC qui ont souhaité nous rejoindre sur ce projet. On a aussi le Lab 50, on avait une belle conférence hier qui va développer les mémoires du futur. On travaille bien évidemment aussi en concert avec tous les acteurs qui travaillent sur le numérique, sur la data, mais aussi sur l'innovation. Le Lab 50, c'est une commission transversale qu'on a fait avec l'Ordre des experts comptables et qu'on essaye de mener de front, parce qu'on a quand même des sujets qui sont communs. On aura sûrement un challenge avec les mémoires du futur dont on vous reparlera dans quelques temps. Et puis, enfin, communication et attractivité.
La communication, elle est bien évidemment interne, c'est ce que vous pouvez voir sur notre site, ce que vous pouvez voir sur les nombreux mails que nous vous adressons, mais c'est aussi la communication externe, c'est aussi la communication vers l'extérieur, donc vers les écoles, vers les jeunes. On est très présent par rapport à ça. C'est Camille Boivin qui préside cette commission. Et puis on essaye d'avoir aussi une communication forte au-delà de notre profession, c'est-à-dire vers tous les acteurs de l'économie et vers les institutionnels. C'est quelque chose qui est important parce que je crois qu'une profession, elle ne peut pas vivre sur elle-même. On est persuadé aujourd'hui qu'elle doit rayonner sur toutes les autres aspects de l'économie. Enfin, je vais vous parler des services de la compagnie et j'en profite pour saluer l'ensemble des permanents de la compagnie qui œuvrent pour que cette compagnie fonctionne bien et vous apportent toujours une excellence dans le service. Le service confrère. Alors, même si nous avons eu des subdélégations qui ont été supprimées, on est toujours très présent parce que beaucoup de confrères contactent la CRCC pour des soucis d'inscription, pour de l'omission, pour des modifications. Et nous devons toujours leur apporter assistance. Et on a un excellent service de confrères. Le contrôle qualité, mais je vais laisser la parole dans quelques instants à mon ami Laurent Dupas qui vous en parlera mieux que moi. Et puis le service juridique. Frédéric Gouvet est absent aujourd'hui pour cause de Covid, le pauvre, mais Miassa Edoud est présente, notre permanente, et vous savez que c'est à peu près 1000 questions qui ont été traitées au cours de l'année 2020, 1000 appels de confrères qui ont pu avoir des interlocuteurs et des réponses pratiques qui leur ont été données sur des problématiques qu'ils rencontrent dans leur profession. Et puis, comme on est en Assemblée générale, j'oublie pas bien sûr le service financier, Laetitia Desgranges, Marine, qui vous présentera les comptes dans quelques instants, Marine Julien, ma trésorière, parce qu'une compagnie de commissaires aux comptes, elle se doit d'avoir, bien évidemment, des comptes qui fonctionnent bien et une organisation exemplaire sur ce point. Et je salue tout le travail qui a été fait par le service financier. Donc voilà pour le rapport d'activité. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà été trop long et je vais faire prendre du retard à notre Assemblée générale. Je vais laisser la parole à Laurent Dupas qui va venir nous parler. Ben oui. Merci Président. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, là, c'est une photo d'il y a 15 ans. Hein, donc, chaque fois, voilà, c'est reprise. Bon, alors on va essayer de faire un focus sur le contrôle d'activité. J'ai un temps limité, donc c'est effectivement, si on ne fait pas passer les slides, je vais prendre un certain temps pour le lancer. Normalement, il y a des chiffres qui étaient préparés. Voilà, voilà, donc ils sont un peu perdus. Donc là, on est dans le contrôle un peu régalien, donc c'est un peu des chiffres qui vont se présenter. Donc visiblement, ça passe pas. Donc on va essayer de vous faire un point sur cette campagne 2019 qui a été passée. Donc on est toujours avec un tout petit peu de décalage. Donc sur Paris, c'est une campagne qui s'est déroulée avec un peu plus de 300 contrôles qui se réalisent sur Paris, donc qui représentent à peu près 25 à 30% de la campagne nationale. Donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur et qui a toujours été efficace. Donc moi, je tenais à remercier... oui, bon, les chiffres, je pense que je dois les connaître. Mais merci Anna, donc 25-30, voilà, j'ai pas dit de conneries. Voilà, tant mieux. Non, moi, je tenais dans ce contrôle régalien, donc, alors si vous voulez des chiffres un peu précis, je vous ai dit un peu plus de 300 contrôles. Donc en 2020, c'était 319 contrôles. Pour être tout à fait précis, sur la Paris, donc 307 contrôles administrés directement par la compagnie. Il y a un tout petit peu plus de débat, puisqu'il y a certains contrôles qui sont diligentés par la compagnie nationale, certains en direct par le H3C, mais ça, c'est un peu de la nouvelle organisation, mais en gros, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, cette campagne, dont on l'a traitée au mieux dans un contexte compliqué de Covid, avec des contrôles à la fois à distance et
Et en présentiel, c'était un peu, tout petit peu compliqué, mais enfin, on a réussi à tenir un peu cette campagne. Moi, je tenais, dans ce contexte régalien, à faire un remerciement particulier sur deux points. D'abord, l'équipe des contrôleurs. C'est quand même 50 contrôleurs. Beaucoup sont dans cette salle et je tiens déjà à vous remercier du travail et de l'implication que vous lancez sur le contrôle d'activité. Et encore une fois, je n'ai pas trop l'occasion de le faire, mais en tout cas, je vous remercie tous. Et pourvu que ça dure. Et le deuxième point, c'est notre compagnie, puisque nous investissons énormément sur le contrôle d'activité. D'ailleurs, nous organisons chaque année un séminaire, on ne s'en cache pas, mais nous travaillons et nous réfléchissons sur le contrôle de demain, sur les outils, et nous y tenons. Et encore une fois, merci à la Compagnie de Paris de maintenir cette activité de contrôle d'activité qui lance un label de qualité aux contrôleurs et de maintenir une activité de contrôle d'activité avec des réflexions au sein d'une activité de contrôleur. Alors sur 2021, il y aura des nouvelles évolutions, mais l'objectif pour nous, c'est le maintien et la continuité dans le contrôle. Donc c'est, malgré la loi PACT, l'activité de contrôle d'activité reste significative, puisque même si le nombre de contrôles baisse en moyenne, mais on reste sur un nombre de contrôles significatif, puisque pour l'instant on est à plus de 225 contrôles planifiés sur la campagne, donc ça va rester d'actualité. Donc l'objectif est, je pense que même le président nous donnera de nouvelles orientations, mais nous, ça ne nous empêchera pas de continuer à maintenir notre activité de contrôle et d'afficher, de nous tourner vers le label qualité. Voilà, donc après je pense qu'il y aura peut-être un débat ou pas sur le contrôle d'activité. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous présenter sur cette activité régalienne du contrôle. Je vous remercie. Bonne continuation, et puis on va passer au suivant, président. C'est qui après moi là après. Ah, on est déjà sur les comptes. Voilà, Marine va me rejoindre. On va la laisser présenter les comptes de la CRCC. Voilà, c'est une première. Elle est contente. Elle a beaucoup travaillé sur les comptes. Ma chère Marine, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, merci Vincent. Avant de commencer, je veux remercier Laetitia qui gère la comptabilité et tout le pôle financier au quotidien. Alors, on va passer aux choses plus formelles. Donc, au niveau de l'actif immobilisé, je pense que vous le savez, il y a les titres de la SCI et les créances rattachées à cette participation. Donc, la variation correspond aux dividendes de l'année dernière. Les actifs circulants donc, correspondent principalement à la variation aux relances qui ont été faites en début d'année par rapport aux cotisations à recevoir. Les valeurs mobilières de placement sont relativement stables. La baisse des disponibilités s'explique par le fait que les reversements à la CNCC et à Sophia Assure des cotisations perçues ont été effectuées fin décembre, à l'inverse de l'année dernière. Au niveau du passif, les fonds associatifs donc, correspondent aux résultats qui ont été mis en réserve les années passées. Donc, le résultat de cette année, on en parlera au slide suivant. Donc, il est de 685 €. Les provisions pour risques et charges, l'évolution s'explique par le fait qu'il y a les indemnités de départ à la retraite, mais il y a aussi des coûts qu'on a provisionnés qui correspondent notamment à l'outil sur lequel est en train de travailler à la commission de Jean-Marc sur la conformité fiscale. Et la diminution des dettes s'explique par déjà une baisse des charges et aussi les reversements qui ont été faits en fin d'année. Donc si on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc au niveau des cotisations pour les produits, on est stable. Les produits divers correspondent à la convention qu'on a avec l'ASFOREF. Donc les reprises de provisions correspondent aux délégations, si je ne dis pas d'adri, notamment qui concernent le contrôle qualité. Et ensuite, les créances rattachées à la SCI, donc c'est les dividendes. Donc tout ça pour un produit d'exploitation de l'ordre de 2,7 millions. Concernant les charges, donc les achats et charges externes ont diminué, donc ça s'explique par le contexte sanitaire
il y a eu moins d'événements qui ont nécessité de faire des événements en webinaire et pas en présentiel. Cette année, comme on était post-loi Pacte, en 2019, il y avait eu beaucoup d'actions menées dans le cadre des consultations en lien avec la loi Pacte. Cette année, on a eu beaucoup moins d'honoraires à ce sujet. Donc moins de dépenses aussi, de déplacements, etc. Et il y a également eu il n'y a pas eu de renouvellement de certaines adhésions, des arrêts de certaines subventions, et certaines subventions n'ont pas été appelées. Donc ça, c'est ce que vous voyez à la ligne autres charges. Les dotations aux amortissements restent stables, dotations aux provisions aussi, et donc les dotations pour risques et charges sont en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des provisions pour charges qui ont été constatées à la clôture. C'est vrai que juste pour compléter ce qui se voit sur l'exploitation, on a pu le voir, on n'a pas eu une baisse trop sensible de nos cotisations, ce qui semble confirmer, du moins en matière macro, parce qu'il faut regarder ça ligne à ligne, que l'activité, malgré le post-pacte, s'est quand même bien maintenue sur la CRCC de Paris. Ça a été la bonne surprise. On est très vigilant sur 2021 et sur les années à venir sur les produits de la CRCC, mais on a pu maintenir un niveau de cotisation satisfaisant. Oui, le nombre d'inscrits est relativement stable. Et le nombre d'inscrits, bien évidemment, est relativement stable. On était là, pour cette Assemblée générale, à jour de cotisation en personnes physiques à 2606, je crois, inscrits, et 1850 personnes morales. Donc ça donne quand même une stabilité de la CRCC. On a bien évidemment des charges fixes qui restent toujours les mêmes, à savoir notre équipe de permanence, ce sont les charges, et puis il y a surtout, bien évidemment, le coût aussi de l'immeuble, puisque vous savez qu'on a un bel immeuble rue de Londres qu'on partage avec l'Ordre, mais que, bien évidemment, il faut aussi... on a des remontées de la SCI, mais on paye aussi un loyer, et on a des sorties de cash qui correspondent au remboursement d'emprunts. D'ailleurs, fort judicieusement, on est en train de renégocier, je dirais, les emprunts. Il restait 3 années à payer, mais on a des taux qui sont très bas. Et comme je le dis avec mon ami Laurent Benodize, moins de cash à sortir, c'est plus d'actions à amener auprès des confrères. Donc ça permet de pouvoir réétaler un tout petit peu la dette pour avoir un poids un peu moins fort des remboursements. Et c'est ce que nous allons faire au cours de l'année 2021. Merci pour ces précisions. Donc on arrive sur un résultat d'exploitation de 662K. Les produits financiers correspondent juste aux intérêts des comptes à terme, ce qui fait qu'on est sur un résultat de l'exercice de l'ordre de 685 000 €. Donc je vais procéder à la lecture du rapport au slide suivant. Hop. Donc là, c'est le rapport sur les comptes annuels. Les comptes ont été établis conformément aux recommandations de la CNCC. Les règles appliquées résultent de la loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983. Donc l'exercice 2020 se traduit par une diminution des cotisations nettes de la compagnie qui s'élève à 1,5 million pour l'année 2020, 1,517 000 versus 1,532 000 pour l'année 2019. Les charges d'exploitation sont passées de 2,3 millions à fin 2019 à 2,54 millions à fin 2020, ce qui fait qu'on a un résultat d'exploitation qui est bénéficiaire de l'ordre de 662 000 €, comparé à 2019 qui est de 510 000. Le résultat financier a diminué. Il est passé de 81 000 € fin 2019 à 22 000 pour 2020. Et le bénéfice de l'exercice est élevé, donc comme on le disait au slide précédent, à 685 000 € à fin décembre 2020. Donc, telles sont les informations que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Marine. Avant de répondre à vos questions et de passer au vote, on va demander à notre censeur de lire son rapport.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je parle en mon nom, bien sûr, mais en celui de ma co-censeur, Christine Costa, qui s'excuse de ne pas être présente pour une fois parmi vous aujourd'hui. Voilà. Je voulais aussi remercier Laetitia pour tout ce qu'elle nous a apporté avec célérité. Et donc, notre rapport est le suivant. Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, en application de l'article R 821-36 du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la gestion financière de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ces comptes annuels proposés à votre approbation font apparaître un total bilan de 11 358 K €, un total de produits d'exploitation pour 2 717 K €, un total de charges d'exploitation au compte de gestion de 2 054 K € et un résultat bénéficiaire de 685 K €. Ces comptes ont été arrêtés à l'unanimité lors de la réunion du Conseil régional du 6 mai 2021. Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires dans le cadre de la mission définie ci-dessus. Et à l'issue de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni une mission d'analyse de l'opportunité de la décision d'affectation des cotisations prélevées sur les professionnels, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des documents qui sont soumis à votre approbation. Voilà. Merci Bénédicte. On va, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. S'il y a des questions dans la salle, et bien volontiers, on va y répondre. Pas de questions? Bon, donc les comptes sont très clairs. Moi, je vous félicite. Bravo, Marine. On va donc passer maintenant directement au vote pour clôturer, je dirais, cette partie réglementaire de notre Assemblée générale. Donc, on va avoir un vote sur le rapport moral, le rapport financier et l'affectation du résultat. On a des résolutions qui passent à l'écran, non? OK, donc en fait, c'est très court et très simple comme résolution. Je vous ai fait tout à l'heure une présentation succincte de notre rapport moral. Qui vote contre ce rapport moral? Qui s'abstient? Écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie. Le rapport moral est adopté à l'unanimité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien évidemment ès-qualité que je vous présente ce rapport moral aujourd'hui, mais c'est aussi le rapport moral de mon prédécesseur Olivier Salustreau et de la mandature précédente. Rapport financier, on vous a présenté les comptes et puis les rapports de la trésorière et le rapport des censeurs. Qui vote contre ces comptes? Qui s'abstient? Unanimité. Félicitations. Merci à Laetitia pour cette présentation. Et puis, l'affectation du résultat proposé. Je n'ai pas de dividendes à vous annoncer, comme on le dit régulièrement. Bien évidemment, ils seront portés en compte de réserve. Le résultat, on en a besoin. Il n'y aura aucune dérogation à ce principe. Qui serait contre cette affectation en réserve? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. On a terminé notre partie réglementaire. Merci à toutes et à tous. Alors, l'Assemblée générale, bien évidemment, après cette partie réglementaire, c'est aussi un lieu d'échange, un lieu de débat. C'est pourquoi j'invite Madame Florence Pébernès, présidente du H3C, à me retrouver sur scène. Et Yannick Olivier, le président de la Compagnie nationale, que j'accueille bien volontiers. Soyez les bienvenus. Donc d'abord, merci à tous les deux d'être présents cet après-midi pour notre Assemblée générale.
Comme je l'ai rappelé tout à l'heure lorsqu'on a fait la présentation, les universités d'été, c'est le point d'orgue des institutions franciliennes. Alors, quand on parle d'institutions franciliennes, ça veut dire qu'on est 3 institutions pour organiser ces universités d'été. L'Ordre des experts comptables, présidé par mon ami Laurent Benoudiz. La compagnie qui est ici, j'ai le projecteur, je n'arrivais pas à te trouver. Florent, je sais où il est, mais toi, je ne savais pas où tu étais. Donc, je remercie d'être présent. Florent Burtin, le président de la compagnie de Versailles. Merci, Florent, d'être présent cet après-midi, ainsi que ton prédécesseur. J'ai vu Olivier Boucherie qui était présent aussi tout à l'heure. C'est un point important parce qu'on organise de manière conjointe, malgré les spécificités de chaque profession du chiffre, mais aussi les spécificités de nos compagnies, ce grand rassemblement auquel tous les franciliens sont très attachés. J'ai demandé les chiffres avant cette assemblée générale. C'est 5500 personnes sur 3 jours que nous arrivons à rassembler. Alors, ce n'est pas 5500 confrères, parce qu'il y a quand même beaucoup de collaborateurs qui viennent, mais majoritairement, ce sont quand même des confrères qui viennent. Ça veut dire l'importance des universités d'été. Et puis, malgré la pandémie, malgré le fait, et d'ailleurs je salue tous ceux qui nous suivent de manière distancielle, que l'on a organisé les ateliers et les conférences de manière et présentielle et distancielle, on est rendu à peu près à 2/3 de gens qui vont être présents dans les travées du Palais du Congrès. Donc, ça montre pour les Cassandres, ou pour ceux qui pensent qu'on a des professions qui sont mornes ou qui ne sont pas actives, qu'il y a une forte vivacité et une forte énergie de bien faire. Et pour la CRCC de Paris, que j'ai l'honneur de présider, c'est vrai que cette volonté de bien faire, dans la continuité de ce qui a été fait, c'est quelque chose qui reste très important pour nous. J'ai rappelé tout à l'heure l'importance de se retrouver, d'échanger, de se former. La formation est quelque chose qui nous, bien évidemment, est très très importante pour les confrères, non pas de par l'obligation, mais parce qu'on a toujours besoin de progresser et de tendre, je dirais aussi, vers l'excellence, même si l'excellence, on le sait, c'est comme lorsqu'on avance une ligne d'horizon qui peut s'éloigner, mais ça reste toujours, du moins, une vertu de pouvoir penser qu'on essaye de tendre vers l'excellence, et c'est ce qu'on essaye modestement de faire à Paris. Alors, la rentrée 2021, elle est placée sous deux signes. Bien évidemment, le premier signe, on en a parlé tout à l'heure, c'est la prévention des difficultés, c'est la reprise. Toutes les professions et toute l'économie est mobilisée vers cette reprise pour que cette pandémie ne se traduise pas à terme par une catastrophe économique. Et bien évidemment, les commissaires aux comptes sont tous mobilisés. Je l'ai rappelé tout à l'heure succinctement dans mon rapport moral lorsque nous avons pris la présidence et la nouvelle mandature est arrivée au mois de novembre. On a créé tout de suite une commission prévention des difficultés et on a essayé de suivre, comme toutes les compagnies, on s'est mobilisé comme tous les professionnels, mais de suivre l'actualité et d'essayer de répondre le plus possible aux sollicitations qui nous étaient faites et par les pouvoirs publics, mais aussi par les entreprises et par nos interlocuteurs directs. Et puis, nous avons eu un point d'orgue, et Madame la Présidente, c'était votre première sortie, je crois. Vous nous avez fait l'honneur le 6 juillet de nous retrouver au théâtre Mogador. Et là, on avait pu réunir un peu tous les acteurs de la prévention. On avait pu échanger déjà sur l'implication des commissaires aux comptes pour cette prévention. Donc ça va être le premier rendez-vous de la rentrée. Et puis le deuxième, on est en train de le construire et je pense que ça va nous occuper. Vous nous répondrez tous les deux tout à l'heure, mais je pense au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Et je pense qu'on en parlera au cours de nos prochaines universités d'été. C'est ce que j'appelle le restyling de la réforme européenne de l'audit. Bien évidemment, après la mise en place de cette réforme européenne, maintenant qui remonte à un certain temps, mais somme toute, c'est pas si lointain que ça. On a eu la loi Pacte, il a fallu vivre avec. Et puis maintenant, puisqu'on est toujours en période d'adaptation permanente, on va avoir ce restyling de la réforme européenne de l'audit. Alors je crois que l'Europe a décidé un peu la Commission européenne a décidé de revoir
cette réforme. À l'époque, elle avait été traumatisante. Il y avait eu beaucoup de débats qui avaient été menés, beaucoup d'inquiétudes. Et je dirais qu'en France, on avait peut-être sauvegardé des points qui étaient quand même essentiels pour garder notre spécificité de commissariat à la française, du moins sur le joint audit, l'audit conjoint pour parler en termes français. Il ne semble pas qu'on avait tort, puisque aujourd'hui, l'idée, tout du moins, perdure que ce n'était pas totalement sot, et que, voilà, au regard des scandales financiers qu'on a vus en Angleterre et en Allemagne, on se rend compte que parfois 2 regards, c'est important, mais bien évidemment, c'est important qu'on vous écoute tous les deux par rapport à votre vision. Mon cher Yannick, comme tu prendras tout à l'heure la parole, le premier, dans quelques instants, je vais te la laisser. C'est important d'avoir la vision de la compagnie nationale. Tu es le président de l'ensemble de la profession. Tu es une profession plurielle, tu le sais. Elle est différente, elle est composée, elle est plus diverse que dans certains pays qui sont beaucoup plus concentrés. On a la présence, bien évidemment, des grands réseaux qui ont leur utilité et qui sont présents en France. Mais tu sais, tu as aussi énormément de cabinets libéraux. Qu'est-ce qu'ils ont à attendre de cette réforme? De quelle manière ils vont être traités? Quels vont être les excès ou les imperfections de la première réforme européenne qu'on a pu constater, qui peuvent être corrigés? Quels sont nos espoirs par rapport à ça? Et puis, tu le sais, tu es dans une compagnie régionale qui est vraiment une compagnie qui fait une multiplicité de cabinets, mais par nature, c'est le tissu parisien et qui veut ça. Il y a beaucoup de labyraux, de petits cabinets, de cabinets d'indépendants qui exercent. Ils ont été plus ou moins malmenés par la loi Pacte. Et moi, je ne reviens pas sur cette loi Pacte, puisqu'on a d'autres missions qui viennent. Mais bien évidemment, c'est important aujourd'hui de savoir comment la CNCC entrevoit les évolutions par cette réforme et comment nous pourrons co-construire ensemble. Tout à l'heure, j'ai parlé, dans ma présentation, je me suis adressé au président Canesi, je lui ai parlé de son conseil national de l'ordre des experts comptables. Je crois que ce n'est pas encore totalement fait, mais je crois que c'est une volonté, mon cher Lionel, de pouvoir transformer le conseil supérieur en conseil national. Je pense que c'est lié, je te connais un peu, à un passé qui est quand même relativement récent. Tu présidais il y a encore peu de temps une institution régionale, donc tu avais peut-être l'impression d'être un conseil inférieur à l'époque, et donc c'est peut-être pour ça que tu as voulu supprimer la considération de conseil supérieur. Yannick, tu as présidé aussi, bien évidemment, une institution régionale, donc tu sais aussi ce que c'est que ta décentralisation, mais c'est vrai qu'il y a plus longtemps. Donc c'est important aussi qu'on puisse co-construire les compagnies régionales avec la CNCC, au-delà de nos différences et de notre diversité, mais qu'on puisse le faire et qu'on puisse être représenté dans cette grande partie de négociation qui va avoir lieu, qu'on puisse se faire entendre et qu'on puisse travailler ensemble et faire entendre notre voix. C'était la première question que je voulais donc te poser en tant que président de la compagnie nationale. Et puis, écoute, pour que ce soit plus vivant, puisqu'on n'avait pas prévu exactement ce schéma d'intervention au départ, je te propose de répondre dès maintenant, comme tu dois nous quitter assez rapidement. Je te ferai une deuxième question après, si tu l'acceptes. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'Ordre, du Conseil national de l'Ordre. Madame le Président, je vous ai salué, bien évidemment. Et Madame, Messieurs les présidents de compagnie régionale. Chers consoeurs, chers confrères. Oui, alors tu as posé plein de sujets, tu as énormément de thèmes. Alors, je peux te répondre sur l'Europe et puis sur peut-être la coopération, mais en fait, c'est lié. C'est lié. Alors, sur la coopération et la façon dont on travaille ensemble, nous avons, en quelques mots, 3 grandes priorités. Alors, le temps nous est très compté, donc je vais être trop long, mais c'est important d'évoquer le contexte et d'expliquer en quoi, finalement, ce contexte il va dans le sens de tout ce que tu as évoqué. Il y a 3 grandes priorités. La première priorité, c'est qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. Le socle sur lequel nous sommes assis, c'est celui de la certification des comptes, de la mission légale, qui a totalement son sens et qui, malgré la loi Pacte, a de l'avenir, et j'expliquerai en quelques mots pourquoi. La deuxième priorité, c'est celui de l'évolution de notre métier face à l'évolution du marché de la confiance. Ça sera d'ailleurs le sujet de nos assises, parce que
quand on a parlé, souvent on a tendance à dire on parle des nouvelles missions. Mais ce n'est pas les nouvelles missions, c'est réducteur comme approche de parler des nouvelles missions. En fait, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un marché qui est en train d'évoluer parce que les acteurs économiques ont un besoin de confiance qui évolue et donc ils attendent des commissaires aux comptes qu'ils étoffent leur domaine d'intervention et de compétences, notamment au travers des données extra-financières. Et on parlait d'Europe, l'Europe travaille énormément là-dessus, est en train de mettre l'auditeur légal au cœur et au centre d'ailleurs de cette problématique de la certification de la donnée extra-financière, les enjeux du numérique, et il y en a plein d'autres, et surtout notre capacité à répondre de manière sur mesure et de manière ciblée aux besoins des acteurs économiques. Et donc, souvent, d'ailleurs, il y avait eu des inquiétudes. Lionel le sait, on travaille très bien ensemble, en disant oui, mais on est en train d'emmener les commissaires aux comptes au-delà de la mission de certification. Est-ce qu'ils vont les grignoter chez les experts comptables? Est-ce qu'ils vont les faire du conseil? Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de dire il faut qu'on fasse, puisque maintenant on a l'habitude de le faire, évoluer notre profession pour répondre à ce que les acteurs du marché attendent en termes de marché de la confiance. C'est de tout ça dont on parlera aux assises le 9 et 10 décembre prochain à la Défense, et je peux que vous inciter à venir nous rejoindre pour débattre et échanger sur tous ces sujets. Alors, j'ai dit 3 priorités. Les 2 premières, c'est en fait donc celle qui consiste à dire que notre profession doit rester vraiment assise sur ces 2 piliers, son historique, son poids, son socle fondamental de la mission de certification. D'ailleurs, on a vu qu'avec la loi PAC, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, les entrepreneurs ne sont pas foutus dehors comme des malpropres parce qu'on était inutiles. C'est bien le message opposé qu'ils nous ont envoyé, celui effectivement de professionnels qui ont fait le choix actif de garder. Alors oui, on en a perdu, c'est inacceptable, on a perdu des mandats, mais oui, on en a gagné aussi, on en a maintenu, et surtout, on a eu un message très positif du système économique par rapport à ce qu'était l'utilité de cette mission de certification légale. Et on voit aussi d'ailleurs que depuis quelques temps, avec les ministères, les lois qui tombent, ils reviennent nous voir et ils reparlent à nouveau de l'intérêt de la mission de certification légale, non pas forcément au travers de seuils, mais plutôt dès lors qu'il y a des critères de complexité qui justifient la présence. Donc, je veux aussi dire, la mission de certification historique, quand on dit qu'elle est historique, ça ne veut pas dire que ça fait partie du passé, ça veut dire que surtout, elle a un passé et que son passé lui donne de l'avenir, au contraire. Et il y a de l'avenir aussi pour la mission de certification. Le commissariat de certification légale dans le monde, notamment des PME, n'est pas fini, loin de là. Il a de l'avenir, et il a de l'avenir en plus de manière plus pertinente, avec plus de sens. Et donc, ces 2 piliers, donc ce pilier de la certification, ce pilier de la capacité de notre profession à évoluer vers les nouveaux enjeux et les besoins du marché de confiance, eh ben, ça ne fonctionnera pas si on ne répond pas à cette 3e priorité, et je vais du coup répondre à ta question, parce que ma 3e priorité, qui est certainement la plus importante, c'est celle de considérer que tout ça, c'est du discours, mais qu'une seule chose qui nous intéresse, c'est ce que les professionnels vont être capables de mettre en œuvre. Et donc, d'être au service des professionnels, de faire que tout ce qu'on est en train de dire comme message là retrouve une réalité dans les outils, la formation, les moyens, les éléments de réflexion, toutes les conférences que vous organisez dans les régions comme au national, parce que c'est ça, une institution, elle est d'abord et avant tout au service des professionnels qui la constituent. Nous sommes élus par les professionnels et nous sommes la maison des commissaires aux comptes, et notre rôle premier, c'est justement de leur apporter les moyens de pouvoir relever ce défi-là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas qu'on ait une institution qui ait des beaux discours et des belles visions, et que derrière, on ait une profession qui soit finalement qui observe, alors qu'au contraire, elle doit justement rentrer dans cette phase de mutation. Et tu l'as dit, ce travail-là, c'est un travail qui doit consister d'abord à fédérer, à emmener toute la profession dans toute sa diversité. Tout le monde a une place à prendre dans ce marché, tout le monde a un rôle à jouer, et tu le sais, les compagnies régionales, pour moi, ont un rôle fondamental dans cette dynamique-là, aussi bien dans leur capacité, à participer activement avec nous au débat, aux réflexions, et dans le cas des textes européens, tu le sais, je t'associerai. Pour les assises, je t'associe. Toutes ces réflexions de fond, elles sont importantes parce que la richesse de ces échanges et l'importance du lien avec le professionnel est fondamentale. Et la compagnie régionale, c'est aussi un lien très fort entre le professionnel et l'institution. Deuxième élément où là aussi les compagnies régionales ont du sens, c'est que pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, faire face à ces nouveaux enjeux de transformation, de posture, démarche commerciale, de mise en avant de nos produits, parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut qu'on parle, pour justement arriver à expliquer aux acteurs économiques ce que nous sommes en train de construire, il faut justement pouvoir leur offrir ces formations. Et bien sûr, on en parle souvent, et tu me l'as dit encore tout à l'heure, nous ferons tout pour que nous mettions à disposition le plus facilement possible, avec le coût le plus minime possible, aux professionnels, tous les moyens. Là, on vient de lancer une grande campagne de formation RSE, il y en aura d'autres.
en lien avec les compagnies régionales. Elles auront bien sûr, elles continueront à avoir leur liberté dans l'organisation de leurs conférences. Tu as mis en place une conférence il n'y a pas longtemps qui est de grande qualité, notamment sur la prévention. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut que ça continue. Le troisième pavé, c'est celui de lien avec les compagnies et l'animation de cet ensemble, parce que c'est important. Et donc d'ailleurs, tu as cité tout à l'heure le président de la compagnie régionale de Versailles, c'est aussi parmi l'ensemble de ses fonctions, lui, qui anime, et on n'a pas une réunion des présidents, une conférence des présidents à chaque veille de conseil national, comme c'était le cas aujourd'hui, mais on a des réunions de présidents au moins tous les mois, des groupes de travail, des réunions qui sont longues, qui dépassent souvent le timing, parce que les sujets sont tellement nombreux, et la mobilisation et le lien entre la compagnie nationale et la compagnie régionale étant tellement fondamental, que justement, il anime ce sujet-là, il nous permet d'avancer encore plus vite, toujours avec cette idée du service aux confrères. Et c'est ça qui, je crois, nous anime en commun, et bien évidemment, nous le mettons en place. Alors, je terminerai juste pour faire un petit focus sur le texte européen. Tu l'as un peu dit à demi-mot, moi je vais être encore un peu plus direct. Cette réforme européenne de l'audit, elle n'était pas bienvenue aujourd'hui. On n'en veut pas, personne n'en veut. Elle existe parce qu'il faut que les politiques aujourd'hui apportent une réponse à l'affaire Wirecard. C'est juste ça. Mais bon, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. On va en savoir plus dans les jours qui viennent, puisque normalement, on nous annonce pour fin septembre, courant octobre, un premier document qui pourra permettre aux différents acteurs de pouvoir réagir sur les propositions de la Commission européenne. Mais nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas entendu. Nous avons travaillé en amont. Madame le Président, avec le H3C, on a aussi beaucoup échangé. Je sais que vous avez aussi, je vous invite à lire le courrier que le H3C a émis à Madame McGuinness. Parce que ce n'est pas que la réforme européenne de l'audit le sujet. Vous savez, il y a 3 thèmes. Il y a celui de la gouvernance d'entreprise, il y a celui de l'audit et du régulateur. Et donc, c'est des sujets complexes. Nous n'avons pas attendu. Pourquoi? Parce que tu l'as dit aussi, nous sommes d'ores et déjà vent debout pour défendre ce qu'est l'audit en France, la qualité de l'audit en France, la qualité de notre régulateur, et sont déjà ces réformes successives qui nous permettent de nous arguer d'un régulateur qui a du sens, qui est très fort et qui est très, très efficace au niveau de notre pays, et surtout le joint audit, que je défends tout particulièrement, tu le sais. Le joint audit a énormément de sens. Il ne faut absolument pas que cette réforme, dont on n'a absolument rien à voir, qui s'inscrit dans un contexte purement politique, vienne effectivement abîmer des fondamentaux qui font la qualité et gérer l'originalité au sens positif du terme de l'audit légal en France, et notamment via le joint audit, et viennent le faire. Alors oui, on a quelques inquiétudes, parce que justement, on voit bien que les débats portent sur un certain nombre de sujets, notamment sur y aura-t-il encore des options, est-ce qu'on ne va pas venir réduire des options, et donc on pourrait avoir des effets collatéraux indépendamment d'un constat de grande qualité de l'audit en France. Logiquement, cette réforme européenne de l'audit, elle n'aurait pas objet à avoir d'impact significatif en France. Mais ça serait naïf de penser que ça ne peut ne pas être le cas et que ça ne sera pas le cas. Donc, on travaille depuis plus de 6 mois sur ces sujets, parce que la musique, elle est arrivée. Et donc, tu seras associé. On attend que le texte, enfin la communication, dont on ne connaît pas réellement la teneur d'ailleurs, sorte. Et puis, nous allons créer, bien sûr, comme d'habitude, des groupes de travail, associer l'ensemble de la profession. Mais je voudrais dire un mot. Oui, c'est un combat. Ce sera un sujet de près. Mais il ne faudra pas que ça nous éloigne du challenge que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que notre priorité à nous, d'abord, c'est de de continuer à montrer et à affirmer que notre profession, elle a du sens, elle a de l'avenir, elle est efficace, qu'elle est capable de répondre aux besoins du marché. Parce que notre priorité, c'est d'abord de servir nos clients, de servir la mission d'intérêt général qui est la nôtre. Parce que nos clients, ce n'est pas que nos clients directs, c'est les prescripteurs, c'est les observateurs du système économique qui ont besoin d'acteurs de la confiance, de défendre que le commissaire aux comptes, ce n'est pas un OTI comme un autre, c'est un OTI qui a une déontologie forte, qui a une compétence de très haut niveau, et c'est 11 500 professionnels. Tu sais que je regarde, je te mirerai là-dessus, sur le fait que de très près, non seulement l'évolution du chiffre d'affaires de la profession, mais surtout le nombre de professionnels, parce que c'est aussi un indicateur du maintien de cette diversité. Aujourd'hui, les chiffres sont plutôt positifs. Tu l'as dit aussi, ça se voit dans nos cotisations. Nous faisons tout pour que ça perdure et que l'ensemble des professionnels puissent continuer à avancer. Cette réforme européenne, oui, ça, bien sûr, ça va être au cœur des discussions de nos sujets, mais faisons attention à ce qu'elle ne nous éloigne pas de l'objectif principal qui est le nôtre, parce que, je l'ai dit, je le redis, j'ai dit quand j'ai envoyé une lettre à la profession cette semaine pour vous inviter à venir aux assises,
Le marché de la confiance nous attend, prenons-le. Si nous ratons le sujet de la donnée extra-financière, la certification, à mon avis, on rate un élément central parce que le sujet de la durabilité des entreprises, des acteurs économiques, et donc forcément de l'interconnexion tellement forte entre les chiffres et les données non chiffrées, il faut qu'on prenne ce marché-là. On a tous les outils pour réussir, on a les atouts, la compétence, les moyens. Maintenant, il faut qu'on y aille. C'est ça notre vrai sujet. La réforme européenne vient polluer. J'ai les choses telles qu'elles sont. C'est un truc qui va venir nous polluer. Il faudra bien le traiter. Mais il n'est pas une priorité au sens de la profession. Il est une priorité au sens où il faut éviter qu'effectivement il ait des effets collatéraux sur notre profession. Et tu seras, et tu le sais, on échange beaucoup, totalement associé à ces sujets pour que l'ensemble des dimensions, que ce soit professionnelles, syndicales, régionales, etc., puissent participer au débat et à la discussion. Parce que tu le sais, on en parle souvent aussi. On a un intérêt commun. Et je pense que là, ce n'est pas le sujet des distensions, des syndicales et autres. Là, c'est le sujet de notre profession qu'il faut qu'on arrive à faire passer une nouvelle étape importante. Il n'y a plus un problème de différence syndicale. C'est surtout un problème qui peut y avoir sur les modes d'exercice. Et c'est vrai que ce qu'on attend d'une institution, qu'elle soit régionale ou qu'elle soit bien évidemment nationale, c'est de représenter l'ensemble des composantes. Et c'est important de le rappeler au président de l'institution nationale. Mais on sera bien évidemment actif dans la vision de cette réforme européenne de l'audit. On essaiera même d'être proactif et de travailler et de partager ensemble des informations pour, somme toute, essayer d'avoir des positions communes avec une position unie. Comme tu l'as été, d'ailleurs, je tiens à le souligner, dans le cadre de la commission Richelme, tu as été très actif sur la prévention. Et je pense qu'en travaillant ensemble, on est plus fort et ça a été très efficace. Madame la Présidente, on peut vous entendre aussi sur cette réforme européenne de l'audit. On a plein d'autres questions après à vous poser. Mais somme toute, on avait échangé avant les vacances sur ce sujet. Aujourd'hui, où allons-nous? Quel est le timing? Et de quelle manière vous voyez, je dirais, la complémentarité que l'on peut avoir avec notre régulateur et les institutions et les professionnels? Bonjour mesdames et messieurs les commissaires aux comptes. Je suis ravie à l'occasion de cette invitation du président Régnier de pouvoir me rapprocher des commissaires aux comptes dits de terrain, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas régulièrement rendez-vous avec la présidente du H3C pour échanger sur la profession. C'est l'occasion de ces universités d'été pour moi de me présenter à ceux qui sont derrière les cabinets, dans les cabinets, avec leurs collaborateurs pour faire la certification des comptes. Un grand salut de la présidente que je suis du Haut Conseil depuis le 1er avril 2021, après avoir exercé des fonctions, mais je pense que vous le savez, de magistrat du siège. Et en dernier lieu, à la tête de la Cour d'appel d'Orléans. J'ai changé de monde en rejoignant le Haut Conseil. Je dis souvent que je partage de nombreuses valeurs avec votre profession et qu'on comprend donc très bien pourquoi c'est le ministère de la Justice qui est le ministère de tutelle de votre profession. Vous êtes, je l'ai dit aussi assez souvent, en fait, pas tellement des gens du chiffre, vous êtes des gens du droit du chiffre. Et vous êtes donc beaucoup des juristes, le Code de commerce est votre compagnon. Et vous partagez avec moi cette belle vertu qu'on appelle l'indépendance. Vous savez qu'elle ne protège pas seulement le professionnel qui l'exerce, elle protège le public qui a affaire aux professionnels, qu'il soit juge, commissaire aux comptes. C'est donc assez facilement que je me suis accoutumée à vos questions et rapprochée de vos interrogations parce que, effectivement, l'exercice de votre mission et ses difficultés rencontrent parfois celles d'un juge. Sur la question de M. Régnier, je voudrais dire que votre Haut Conseil a une action en matière de collaboration et de travail avec la Commission européenne et les instances européennes presque quotidienne. Vous savez que c'est un collaborateur du H3C qui préside le CEAOB, qui est l'instance de conseil auprès de la Commission européenne pour tout ce qui concerne la réglementation de l'audit. À ce titre,
les échanges avec les premiers travaux, les premières réflexions de la Commission et de Mme McGuinness, ainsi qu'avec le CEAOB, nous sont régulièrement remontés par ce collaborateur et intéressent beaucoup le collège du Haut Conseil qui y consacre de très nombreuses heures de ses délibérations. C'est la raison pour laquelle, parce que la France a pris cette place et cette voie reconnue, que j'ai pris l'initiative d'écrire une lettre à Mme McGuinness pour lui expliquer quelle était ma vision, et donc celle du Haut Conseil, de ce que devait être, puisqu'il faut en faire une réforme européenne de l'audit. Je pourrais dire que la voix de la France est d'autant plus écoutée que la manière dont l'audit est accompli et exécuté en France ne figure pas parmi les derniers de la classe de l'Europe, bien évidemment. Nous bénéficions, par une sorte d'alignement des planètes, à ce moment du calendrier européen, d'une situation dans laquelle les Anglais nous ont quittés, les Allemands sont en train de nettoyer les écuries d'Augias, je pense qu'on peut dire quelque chose comme cela, alors que la France peut s'enorgueillir de s'être tenue à l'écart de scandales de cette ampleur, pas forcément de l'ampleur économique, mais surtout de l'ampleur dans les distances qui ont été prises par chacun des acteurs de ce scandale avec leurs propres règles déontologiques, que je pense à l'entreprise elle-même, au cabinet d'audit qui était chargé de réguler ses comptes ou aux régulateurs et à ses personnels. Le scandale est d'ampleur. De sorte que, en miroir, la parole de la France, qui s'enorgueillit donc de ne pas avoir eu ce type de scandale, mais également d'avoir un marché de l'audit particulièrement diversifié, actif, dynamique et de qualité. Tout cela est très, très bien vu par l'Europe. Du coup, quand nous prendrons la parole, avant que le président de la République française prenne la gouvernance de l'Union, puisque vous le savez, pour des raisons diplomatiques, dès lors que la France entre en fonction, elle ne dit plus rien. Il faut donc qu'elle le dise avant, parce que sinon c'est considéré comme abusé de sa position de présidence. Donc nous devons nous en occuper maintenant. C'est donc le timing dont vous me parlez, sur lequel je reviens. C'est pour ça que c'était en juillet que j'ai pris l'initiative d'écrire cette lettre. Le timing est donc: une consultation va être lancée internationale par la Commission sur le dernier quadrimestre de l'année 2020 et 2021 et tout début de l'année 2022, dans l'idée d'envoyer un questionnaire très large en disant qu'est-ce que vous aimeriez que soit la réforme de l'audit dans un monde idéal. 3 leviers de réforme: la manière dont on procède à la certification des comptes, c'est votre cœur de question. Qu'est-ce qu'on fait des comités d'audit des entreprises? Renforce-t-on ou pas leurs obligations? Nous dirigeons-nous vers un modèle à l'américaine ou pas? Et la troisième, c'est évidemment le régulateur. Faut-il renforcer ses pouvoirs? Faut-il avoir plus de pouvoir d'investigation des enquêteurs? Faut-il revoir la manière, les sanctions? Faut-il les unifier? Faut-il aussi réfléchir en commun sur comment nous faisons du contrôle de qualité? Avons-nous une comparaison à faire de nos différentes taxonomies, les régulateurs entre nous? Vous savez que nous ne vous notons pas de la même façon. Rendons-nous publics ou pas les rapports de contrôle de qualité qui sont faits par les régulateurs? Toutes ces questions vont donc être proposées dans cette phase de tour d'horizon des souhaits des uns et des autres. Et puis ensuite, ça commencera la phase de rédaction de la réforme avec les échanges, comme toujours, très complexes et très longs dans la rédaction de ces textes européens. Que souhaite faire le Haut Conseil? Je ne vais pas m'arrêter à la rédaction de la lettre à Mme McGuinness. Nous avons pris la décision avec le collège et nous en avons déjà informé les membres de la commission, que le Haut Conseil va
peut-être sous l'égide de la représentation de la France à Bruxelles, organiser un colloque européen sur le co-commissariat aux comptes. Le but de cette démarche, ce sera d'expliquer à ceux qui ne l'ont pas encore compris, puisque les questions sont souvent posées, le co-commissariat, comment ça marche. Je veux dire que pour nos voisins européens qui ne le connaissent pas, c'est un objet volant non identifié. Comment est-il possible que deux professionnels qui certes exercent la même mission, alors qu'ils appartiennent à des réseaux différents, qu'ils ont des méthodes de travail jalousement construites, pourraient travailler de façon efficace avec leurs confrères et néanmoins concurrents? C'est ça qui les interpelle. Je ne vais quand même pas partager mes méthodes, mes secrets de fabrication de commissaire aux comptes avec mon concurrent, dont j'espère bien que le coup d'après, c'est moi qui prendrai sa place lorsqu'il y aura un marché, un appel d'offres qui viendra. Cette question-là, elle est trop mal exposée par nous-mêmes dans nos échanges avec nos homologues ou par notre communication à l'extérieur de la France. Et donc, elle déclenche une forme de défiance et en tout cas, les empêche de se convaincre que c'est un élément de la qualité de l'audit. Il faut donc que ce colloque soit l'occasion de démontrer concrètement comment tout cela fonctionne, même si nous avons décidé qu'au cours du colloque, nous inviterons évidemment des gens qui sont fermement opposés à l'idée que le co-commissariat aux comptes puisse être quelque chose en faveur de la qualité de l'audit. Nous inviterons évidemment Madame McGuinness à participer à nos débats, et puis nous allons aussi travailler avec les politiques européens, c'est-à-dire les députés européens qui s'occupent de la question et les décideurs politiques des États concernés, pour essayer de continuer le vent qui souffle, vous l'avez dit, Monsieur Régnier, en faveur du co-commissariat aux comptes. Et une occasion nous est donnée. Notre but, c'est d'essayer d'obtenir qu'au moins, pour certains types d'EIP, alors vraiment, il soit rendu obligatoire. Peut-être pas dans l'ampleur de ce que la France connaît, mais que ça ne soit pas simplement une option, comme c'est le cas actuellement dans la législation européenne, mais véritablement une obligation pour certaines EIP. Voilà ce que je voulais dire juste pour le sujet de la réforme européenne de l'audit et du rôle que le H3C souhaite jouer dans cette partie-là du calendrier. Oui, Yannick. Pardon, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Merci, Madame la Présidente, pour ces précisions. Oui, je crois juste un tout petit point, et je vais me permettre de vous saluer, parce que je dois me rendre à l'Assemblée générale de Ouest Atlantique. C'est exactement ce timing-là. On pense qu'effectivement, hein, si je ne me trompe pas, la première consultation, certainement sous forme de questionnaire, ira certainement de ce qu'on comprend jusqu'à juin 2023. Hein, c'est ça qu'il faut bien voir. 2022, pardon. Alors, voilà, normalement ils veulent aller vite, mais voilà, ça va être court. À mon avis, ça ira. Enfin, en tout cas, ça n'engage que moi. Ça risque d'aller jusqu'au premier semestre 2022. Et après, donc, comme l'a dit très bien Madame le Président, il y aura un peu de rédactionnel et donc à nouveau une phase de discussion sur des propositions. Ce qui veut dire, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il n'y aura rien de concret avant 2023, hein, c'est certain. Hein, pour que, voilà, plus juste situer les... Alors effectivement, il y aura peut-être quelques mois, plus ou moins rapides, plus ou moins longs, mais voilà, ce sera 2023 le texte. Et je me permets de dire que, évidemment, nous saluons le soutien que nous apporte le H3C sur cette démarche, parce que nous avons vraiment besoin de travailler la main dans la main, et notamment sur le joint audit, mais sur d'autres thèmes, et nous continuerons à travailler. On va avoir des petits groupes, un groupe de travail commun. Je crois qu'on a tout intérêt à combattre en meute, et c'est ce que nous faisons. Et j'en profite cher Président, pour te remercier pour ton invitation et vous présenter toutes mes excuses, mais voilà, mon train m'attend pour rejoindre la compagnie régionale de Ouest Atlantique. Et cher Yannick, on te remercie. Je vous demande d'applaudir le président de la compagnie nationale. Merci beaucoup de ta présence. Bon voyage et bonne réunion ce soir.
C'est vrai que Madame la Présidente, les assemblées se succèdent, hein, les unes après les autres. Alors on a parlé de la réforme européenne de l'audit. Il y a un deuxième sujet sur lequel j'aimerais que vous puissiez nous donner votre position. On l'avait déjà abordé ensemble le 6 juillet. C'est le nouveau code de déontologie. Comme vous le savez, post-loi Pacte, un certain nombre de missions sont aujourd'hui autorisées pour les commissaires aux comptes. Lorsqu'ils n'exercent pas une mission de certification, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de question par rapport à cette autorisation qui a été donnée. Bien évidemment, c'est beaucoup plus délicat lorsqu'ils ont une mission de certification. La CNCC, le président vient de nous quitter, mais a donc fait de sa doctrine. C'est le rôle des fois de la CNCC. On a eu des positions de la commission de déontologie de la CNCC, mais le H3C ne s'est pas encore exprimé sur ces prises de position. Vous nous avez dit que le collège travaille bien évidemment sur ces positions, mais aujourd'hui, pour les confrères, et en plus dans le cas de la reprise, ce dont je parlais tout à l'heure lors de mon intervention, bien évidemment, peut se poser parfois la mise en place de nouvelles missions alors qu'ils exercent une mission de certification. On connaît tous la ligne jaune et je dirais même la ligne rouge qui peut séparer l'audit et le conseil. Donc les choses sont différentes, mais quand c'est des missions qui sont autres ou des missions nouvelles, des fois la ligne n'est pas obligatoirement aussi nette. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à ces nouvelles missions, vous avez pu avancer, même si le collège n'a pas rendu encore tous ses avis, mais où on en est, et est-ce que vous pouvez éclairer un peu nos consoeurs et nos confrères sur cette évolution du code de déontologie? Alors, je suis juriste incorrigiblement. Alors, L821-1 du Code de commerce, qu'est-ce que c'est? C'est l'article qui explique comment s'élaborent pour la profession des commissaires aux comptes ces normes d'exercice professionnel, ces règles de déontologie et ces règles en matière de contrôle interne. Et cet article indique que c'est une construction conjointe entre le régulateur, la profession et le garde des Sceaux. Pour la première fois, depuis son existence, le Haut Conseil a décidé d'élaborer une norme de déontologie. Vous connaissez vos normes d'exercice professionnel. Elles remplissent les codes du commerce une fois qu'elles ont été approuvées par le garde des Sceaux et publiées au journal officiel. Mais pour la première fois, le Haut Conseil a décidé qu'à cause de la loi Pacte et des problèmes que son application vous pose dans les missions dont désormais vous avez l'autorisation désormais d'accomplir, alors c'est une norme de déontologie qui va être rédigée. C'est donc, comme la loi l'impose, la commission des normes du Haut Conseil qui va se charger de faire une proposition de rédaction de cette norme de déontologie au collège. Je vous rappelle que la commission paritaire est composée de 4 membres du collège du Haut Conseil et de 4 membres commissaires aux comptes en exercice désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. C'est donc cette même commission, celle qui a tout à fait récemment proposé la réforme de la norme sur les évaluations comptables, eh bien, elle va rédiger pour ce dernier quadrimestre 2021 votre première norme de déontologie élaborée par la profession et votre régulateur. Je ne peux pas encore dire son contenu. Ce que je peux vous dire, c'est que cette commission des normes, elle travaille avec beaucoup de précision, beaucoup de délicatesse et beaucoup d'attention au fait qu'elle doit élaborer une norme qui peut être lue et appliquée par l'ensemble de la profession dans sa diversité. Et à défaut, cette règle ne pourrait pas facilement être approuvée et utilisée et mise en application par vous, mesdames et messieurs les commissaires aux comptes. Donc vous l'aurez, si le retard n'est pas pris, mais pour l'instant il n'y en a pas, pour la fin de l'année dans vos cadeaux de Noël. Écoutez, merci de cette annonce. Et on aura bien évidemment beaucoup d'impatience à ouvrir nos paquets. Avant que je
permettre à la salle de poser quelques questions, parce que je suis sûr que c'est aussi l'occasion d'échanger. C'est pas qu'un dialogue entre le président de l'institution et la présidente du H3C. J'aurais rapidement qu'on parle du contrôle d'activité. On en a parlé tout à l'heure. Laurent Dupas vous a présenté l'activité des contrôleurs à Paris. Vous savez que c'est 50 contrôleurs. On parle bien évidemment de contrôle non-EIP, puisque le contrôle EIP ne s'exerce pas, c'est chez vous que ça se passe. Vous avez réuni plus de 1000 confrères, je crois, 1200. C'est très très fier sur un webinaire et sur votre vision du contrôle et des nouvelles dispositions. Sans rappeler peut-être dans le détail toutes ces dispositions, pouvez-vous nous donner un résumé? Et puis je voudrais juste vous faire part avant. Je me fais le porte-parole des élus qui sont présents, mais aussi d'élus des autres CRCC. C'est bien au-delà de la CRCC de Paris. Dans les nouvelles dispositions que l'on a cru comprendre, on a vu que les élus rentraient dans une catégorie dite 3, c'est-à-dire de cabinet de risque. Oui. Alors, c'est-à-dire, quand on compare, bon, en effet, il y a des activités qui sont risquées avec une typologie, mais aussi avec des cabinets qui ont 200 à 300 mandats, puisque je crois que c'est aussi la même catégorie. Alors, je ne vous cache pas qu'en tant que président, mais aussi en tant qu'élu, on trouve ça quand même un peu blessant et froissant. On trouve quand même que c'est une suspicion qui est délicate. Et puis, ce n'est pas un très bon signe non plus. On essaye de faire vivre la démocratie de notre profession. On a eu des élections il y a un an avec une belle mobilisation, même en région parisienne, où il est dur de mobiliser, bien plus que dans les élections nationales. Donc c'est important de dire qu'on mobilise quand même de manière importante. On essaye d'avoir une diversité dans nos élus. On essaye aussi d'aller vers la parité. Vous voyez, il y a des jeunes mères de famille qui... Alors, si elles rentrent dans une catégorie à risque, alors qu'elles donnent du temps en plus pour s'occuper... Vous avez vu ma trésorière tout à l'heure, qui est venue présenter les comptes, qui est une jeune maman qui a son cabinet à gérer. Alors, quand on rentre en catégorie à risque, ça devient plus compliqué. Et puis, il y a aussi les jeunes qu'on ne veut pas non plus dégoûter des institutions. C'est important qu'ils y participent dès qu'ils sont jeunes. Si pour 2 ou 3 mandats, ils vont être contrôlés H3C direct en catégorie, ça va être dur pour eux. Bon, d'abord, rappeler ce que c'est. Depuis 2017, vous le savez, il y a une convention qui a été conclue entre la Compagnie nationale et le Haut Conseil, en application du Code de commerce, pour dire que les contrôles de qualité des audits des entités non EIP peuvent être confiés au commissaire aux comptes en exercice, bien, sur délégation. Au sein du collège, cette délégation ne fait pas l'unanimité. Elle va venir, elle est signée pour 4 ans. À l'échéance, se reposera la question de savoir si on la maintient ou pas. Je suis en faveur de son maintien. Pourquoi? Je pense que c'est en faveur de la qualité de l'audit en France. Je pense que pour qu'une profession s'améliore dans l'appréhension qu'elle a de ses propres méthodes, il n'y a pas que la formation continue, il n'y a pas que l'exercice quotidien de son métier, évidemment. Il y a aussi le fait que les professionnels se contrôlent entre eux sur la manière dont ils exercent leur mission. Et je trouve que c'est un cercle vertueux que des commissaires aux comptes, comme je dis, sur délégation, sous la houlette du Haut Conseil, avec ses outils, avec ses préconisations, avec le choix qu'elle fait des entités qui vont être contrôlées, des mandats qui vont être contrôlés, et ensuite, évidemment, sur la relecture qu'elle a des rapports que vous rédigez pour savoir si on va donner des suites, nous, le Haut Conseil, et comment. Sous ces conditions-là, alors la convention de délégation est une excellente chose pour faire progresser cette qualité. Parce que non seulement le commissaire aux comptes qui contrôle est contraint d'aiguiser sa propre compétence technique pour avoir la légitimité de contrôler son confrère, mais le confrère contrôlé lui-même a la chance de pouvoir échanger avec un confrère sur la manière dont il a pu s'acquitter de telle ou telle tâche de l'audit.
ils échangent entre eux. Il y a un dialogue intéressant qui se crée, qui peut même enrichir d'ailleurs le contrôleur, et pas seulement le contrôlé, le contrôleur étant confronté à des questions que lui renvoie son confrère. Voilà. Tout cela, si nous mettons fin à cette délégation, le Haut Conseil, c'est sûr que j'en tirerai moins un bénéfice, mais uniquement comptable. Ça me coûtera moins cher, je le sais, j'ai fait les calculs. En revanche, j'en tirerai pas un bénéfice sur les échanges nécessaires qui doivent avoir lieu et constants entre les contrôleurs du H3C et sa profession, mais la profession entre elles sur comment elle se conçoit le contrôle qualité, comment elle l'exerce et le bénéfice qu'elle en tire elle-même pour son exercice. Ce que je voulais dire au début, ce sera remis en cause, ça devra être discuté au sein du collège et il va être renouvelé en juin 2022. Je ne peux donc pas encore savoir qui va prendre la suite de ceux qui exercent cette mission actuellement et qui m'entourent. Nous sommes 14 au collège. J'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas unanimité sur cette situation. Pourquoi une réforme des contrôles? C'est venu d'abord d'une remarque un peu désagréable de la Cour des comptes lorsqu'elle a effectué un contrôle de l'activité du Haut Conseil, autorité publique indépendante soumise à sa loi. Et elle nous a dit, j'étais pas encore là, mais j'utilise quand même le nous, que nous ne faisions pas assez de contrôles pour avoir une vision exacte de la qualité de l'audit en France. C'est écrit comme ça dans le rapport de 2019. Pardon ? Ça ne les a pas fait rire, mes collaborateurs. Et alors, en fait, c'est un peu sévère. C'est normal, c'est la Cour des comptes. C'est un peu sévère, pourquoi? Parce qu'elle a exercé sa mission sur 3 années d'exercice, comme elle le fait souvent. Et donc, elle a focalisé son regard sur ces 3 années. Elle a calculé combien on avait fait de contrôle sur ces 3 années, vous et moi. Elle a divisé par le nombre de mandats qu'il y a. Puis elle s'est dit, vraiment, quel faible pourcentage de mandats est contrôlé. En réalité, elle a perdu la vision de vue, la vision dynamique que nous avons de votre profession, puisque je vous rappelle que le Haut Conseil procède à des contrôles depuis 2008 et que nous avons accumulé 2008 un nombre extrêmement important de données sur chacun d'entre vous. On a même suivi votre évolution professionnelle, puisque vous savez que vous avez un numéro unique lorsque vous êtes inscrit sur la liste, et que donc, un peu comme un numéro de sécurité sociale, et que donc nous pouvons à tout moment dire « Ah mais oui, alors lui, on l'avait déjà vu, il était dans le cabinet machin, il signait le mandat de truc, on l'avait fait des observations sur tel machin, maintenant il est à son compte ou il est dans un autre cabinet, et finalement il a changé. » Donc on vous trace. Et donc, se fonder seulement sur 3 années pour essayer de mesurer ça, c'était un peu court. Mais quand même, elle avait un peu raison, d'abord parce que c'est la Cour des comptes, et donc il nous a fallu nous poser la question, comment faire mieux avec la même somme d'argent? Eh bien oui. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que de décider de s'engager dans une voie de diversification des modes de contrôle et de ne plus d'abandonner le contrôle complet systématique, celui que vous connaissez, et de nous tourner vers un panel de types de contrôle qui nous permet d'abord d'aller voir chez vous ce que nous savons, que nous avons déjà remarqué, pour voir si, seulement sur ce sujet-là, vous avez progressé. Vu qu'on sait que sur les autres, vous étiez bon, on ne va pas retourner. Bon. Et puis, donc, des contrôles de retour, voilà, fondés là-dessus. On sait qu'il y a des mandats que vous avez acceptés qui posent des questions de difficultés d'évaluation comptable, des questions qui ont trait, par exemple, à la lutte contre le blanchiment. On sent bien que quand vous avez un mandat de parti politique, c'est délicat. Et on s'est dit, au lieu, dans ce cas-là, d'aller directement faire un contrôle complet sur ce mandat-là, nous, on sait, dans ce type de mandat, ce qui va poser problème. Parce que ça fait déjà longtemps que le Haut Conseil fait des contrôles qualité. Et puis, j'ai souhaité avoir davantage d'agilité, moi, dans l'usage que je peux faire de mes contrôleurs. Et donc, j'ai demandé qu'il y ait aussi des contrôles spot. Qu'est-ce que c'est? C'est l'actualité.
C'est la presse économique qui me signale qu'il y a quelque chose qui est bizarre. J'ai des lanceurs d'alerte, comme vous le savez, qui écrivent régulièrement au Haut Conseil et qui peuvent, c'est arrivé cette année, avec manifestement un lanceur d'alerte qui était un excellent spécialiste des comptes de société, qui a attiré mon attention sur des fonctionnements dans les comptes ou des écritures dans les comptes d'une entité qui lui paraissait devoir être interrogée. Et donc, j'ai lancé un contrôle spot sur ce mandat-là auprès du commissaire aux comptes concerné. L'idée, c'est que cette année, le Haut Conseil s'est inscrit à un programme de plus de 100 contrôles EIP, ce qui multiplie par 3 le nombre de contrôles par rapport à celui de l'année dernière. C'était le but de cette réforme. Puis nous devons aussi améliorer le traitement informatique de nos contrôles, davantage automatisé, etc. Donc c'est un investissement qui est en cours. Je vous passe les détails parce que c'est plus très interne au fonctionnement du Haut Conseil. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient besoin d'amélioration de leurs outils d'aide au contrôle. Je n'oublie pas que c'est un contrôle qualité. J'ai déjà dit que j'étais un peu en difficulté avec la taxonomie que nous connaissons. Nous allons la changer. Le rouge, noir, vert, orange me paraît un peu réducteur. Alors c'est facile après de faire des camemberts dans le rapport, mais ça donne une vision un peu fausse, je trouve, des manquements que vous commettez. Il y a des noirs qui ne méritent pas d'être noirs, je trouve, pour vous donner un exemple. Si vous voulez, j'entrerai dans le détail. Donc on va changer ça. Et puis on va changer aussi dans le rapport d'activité le caractère un peu trop institutrice que peut prendre parfois les observations. Je voudrais que nous mettions en exergue des bonnes pratiques professionnelles. À l'occasion de la crise sanitaire, vous avez pu être sollicité par vos clients et intervenir au soutien de leur activité, faire évoluer certaines pratiques, donner des pistes de solutions, etc., à l'occasion des questionnaires qui seront adressés par le Haut Conseil aux entités contrôlées, enfin au cabinet d'audit contrôlé. Nous pourrons, dans le rapport, mettre en exergue de bonnes pratiques. Enfin, pour votre vice-président chargé des contrôles, lui dire que cette réforme de l'évolution de la manière de contrôler, elle va d'abord impacter les contrôles du Haut Conseil lui-même. Ce n'est que dans un deuxième temps, quand nous aurons rodé correctement notre nouvelle façon de nous y prendre, que nous demanderons à nos contrôleurs en région délégués de s'y impliquer enfin. Je fais un petit appel à candidature pour vous dire que renforcer les équipes de contrôle en région serait une bonne idée. D'abord, une bonne idée pour vous-même, parce que si vous décidez de vous engager dans cette mission, vous verrez que ça vous sollicitera, ça vous titillera vous-même, ça vous fera vous interroger aussi vous-même sur vos pratiques professionnelles aussi, pourquoi pas, c'est très bien. Et puis, ça permettra que nous renforcions l'équipe nationale. Vous êtes environ 450 au national à être contrôleurs délégués. Et il n'y a pas de difficulté à ce que nous en ayons davantage. Donc, je fais un petit appel à candidature. J'ai répondu un peu longuement. Alors pourquoi les élus ? Alors, les élus. Est-ce que je pourrais dire, c'est un peu perfide, excusez-moi, que quelques élus se sont retrouvés devant la formation restreinte. Au moins un cuisant. C'est par cette décision que j'ai fait connaissance du Haut Conseil, moi. C'est en la lisant. Et en creux, en me disant « Ah oui, d'accord. » Bon. Un sur combien, madame la présidente ? Un sur combien ? Donc voilà. Alors, bon... On le réinterrogera, ce critère-là. Vous n'êtes pas en 1 du risque le plus... c'est pas vous. Vous n'êtes qu'en 3, les élus. Non, mais c'est difficile. Et on a voulu... Bon, OK. Cette suspicion, elle n'est pas obligatoirement bien vécue. C'est un risque qui a été identifié. Est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? On le dira. On va l'interroger
pour voir si, parmi nos élus, en faisant une étude électronique, vous savez, en requêtant, comme on appelle, nos données, on verra si, effectivement, il y a beaucoup d'élus qui ressortent sur des suites à données ou pas. Voilà. Les élus, ils doivent être exemplaires, on en est persuadé, mais je pense que, véritablement, quand vous regardez l'immense majorité des élus, je pense qu'ils donnent beaucoup de leur temps, et c'est vrai que c'est une supposition qui est difficile à vivre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je vais donner la parole à la salle. Si vous avez, chers amis, des questions à poser à Madame Pébernès, c'est maintenant. Je vois des mains qui se lèvent. Oui, bonjour Madame la Présidente. Première chose, merci d'entendre des propos où on se retrouve globalement en phase, et l'expérience que j'ai dans l'institution me démontre que pour une fois, c'est quelque chose qui arrive et j'en suis ravi. Je voudrais 2-3 points. Le premier, moi, qui me choque philosophiquement, parce que nous ne sommes pas que sur un problème de profession, mais sur un problème de société, c'est l'histoire de ce contrôle, de cette suspicion sur les élus. Merci à Vincent de l'avoir souligné. Je ne comprends pas pourquoi on a cette culture-là en France, de pour un, jeter la suspicion et l'opprobre sur l'ensemble d'une population. C'est juste un scandale philosophique, c'est juste un scandale social, et je ne le comprends pas. Comment être complice de ça? C'est impossible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour avoir mené de multiples combats sur la réforme européenne avant 2015, je peux vous dire une chose, c'est que, et vous le savez sans doute aussi, c'est que les Français avaient une image très arrogante de leurs pratiques. Et que si je suis très très heureux de vous entendre sur ce que vous annoncez ou que vous pensez pouvoir se passer sur le co-commissariat avec l'initiative de cette conférence, peut-être serait-il utile que nous fassions l'analyse de ce qui va et de ce qui ne va pas dans notre exercice du co-commissariat pour avoir dans la poche ou dans la boîte à outils quelques évolutions possibles et ne pas paraître comme inflexible. Pardon, il ne s'agit pas de donner des conseils ou autres, mais c'est des messages qui me reviennent souvent de cette chose-là. Et puis le troisième point, c'est que j'aimerais quand même connaître l'argumentaire des gens qui sont contre la délégation du contrôle qualité. J'ai bien compris que ce n'était pas votre position et je vous en remercie, mais moi je ne comprends pas, là pour l'autant, mais je ne suis peut-être pas assez intelligent là-dessus, je ne comprends pas, ou alors sommes-nous dans un centralisme démocratique, comme on disait dans un vieux parti politique français, et qui fait que tout ce qui ne relève pas d'en haut, finalement, n'est pas respectable. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et j'aimerais bien avoir, ne serait-ce que parce qu'on va devoir mener une discussion, forcément, et réfléchir entre nous, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fonde cette position-là et ce que vous entendez-vous dans leurs argumentaires. Le budget de fonctionnement de la compagnie du Haut Conseil est de 15 millions d'euros. Le coût de la délégation des contrôles est de 4,5 millions d'euros. C'est ça la raison. Si je devais le faire, le nombre de contrôles qui sont effectués chaque année par les commissaires aux comptes délégués, et si je devais le faire par des salariés contrôleurs du H3C, alors que je fais attention à leur servir des salaires à la hauteur de leurs compétences, ça me coûterait beaucoup moins cher. C'est ça la raison. Alors, vous savez, en fait, revenons sur la délégation des inscriptions. Il y a eu quelques mots sur ce point-là. Vous savez qu'elle a été reprise, cette délégation. Elle l'a été aussi sur les conseils de la Cour des comptes qui a dit dans son rapport 2019 « Reprenez cette délégation, vous ferez des économies et vous le ferez mieux ». Nous avons donc repris cette délégation. Effectivement, nous avons réalisé 850 000 euros d'économies en la reprenant, en comptant... Non, 650 000 euros d'économies, en comptant d'un côté les personnes que nous avons recrutées en surnuméraire pour pouvoir s'acquitter de cette tâche, ainsi que les investissements informatiques que nous avons dû mettre en œuvre pour créer le portail que vous connaissez maintenant. À l'arrivée, une économie de 650 000 euros,
légèrement plus de cotisations que les années d'avant, principalement parce que vous avez peut-être, enfin, sauf si vous êtes de bons contributeurs, vous avez vu que vous avez reçu des lettres recommandées avec accusé de réception pour ceux qui étaient en retard, des mises en demeure et puis de l'application de pénalités. Nous en sommes à 40% maintenant. Hein. Nous appliquons le taux de 40% désormais pour les campagnes 2020-2021. Et donc nous avons, un peu mécaniquement, obtenu plus de sommes que par le passé. Voilà. Donc la réflexion qu'évidemment le collège connaît, c'est des choses que j'échange avec le collège, elle progresse aussi de la même façon sur la délégation. Moi, je dis à mes opposants à l'intérieur, sur ce point-là à l'intérieur du collège, que nous n'aurons pas le même bénéfice qualitatif. Je veux dire, je ne veux pas dire que vous faites mieux les contrôles que moi je ne le ferai avec mes contrôleurs. C'est pas ça. Je veux dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si nous prenons cette décision au Haut Conseil, nous allons couper le flux montant et descendant d'échanges sur l'application technique de règles professionnelles complexes. Et nous allons nous retrouver à la fin avec des contrôles où nous traînerons le commissaire aux comptes devant la formation restreinte et puis il ne comprendra pas ce qui lui arrive. Parce que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans d'exercice de ces contrôles, le Haut Conseil tournera avec lui-même sur sa façon à lui, avec des contrôleurs qui ont pu, avec le fil du temps, s'éloigner de la pratique professionnelle et de son évolution, et nous trouver en décalage avec une norme qui n'aura pas changé, mais une manière de l'exercer, d'appliquer, qui aura nécessairement changé. Je suis profondément convaincue de ce que je vous dis. J'ai du mal à le faire admettre à une partie du collège qui a une vision plus économique, en se rendant compte que si nous prenions cette décision de mettre un terme à la délégation, le montant des économies que nous réaliserions serait bien plus important encore que celui que nous avons réalisé en reprenant la délégation des inscriptions. En revanche, nous ne discutons pas de la délégation sur la formation continue. D'autres questions pour Madame la Présidente? Je vois que Jean-Marc, tu avais une question qui était lu à Paris. Ah pardon. Alors, une question sur la future réforme européenne de l'audit à deux tiroirs. Le premier, c'est dans la première réforme européenne de l'audit, l'un des objectifs affichés était de réduire la concentration du marché. Cet objectif va-t-il être repris ? Et oui, parce qu'on est dans l'Europe et moi, c'est ce que j'ai dit aux membres de la Commission. J'ai dit, mais enfin, vous avez un vrai problème de concurrence là. Or, l'Europe, elle est là pour faciliter les échanges entre les biens, les personnes dans un marché libre et concurrentiel. C'est le fondement de l'Europe. Et moi, je leur dis, quand vous entendez à l'étranger des cabinets vous dire « Ah non, l'audit, pas question, pas chez nous, qu'est-ce que c'est que ce truc français ?» En fait, ça vient de réseaux internationaux qui se sont appropriés des marchés et qui n'ont pas du tout envie de les ouvrir. Beaucoup de marchés européens sont désormais hors d'état de pratiquer le commissariat aux comptes dans leur État, parce qu'ils n'ont plus, sur leur territoire national, des cabinets qui ont les compétences suffisantes pour faire un audit de qualité en étant d'eux. Dans la mesure où, souvent, ils utilisent les autres réseaux internationaux comme conseil, ce qui prive ces réseaux de la possibilité de soumissionner dans les marchés publics d'appel d'offres au moment de la rotation des mandats. Ils ont donc déjà asséché leur marché. Et ils répondent à la Commission, ah ben c'est pas possible, nous on pourrait pas, hein, parce que de toute façon, pour auditer une grande banque, une société internationale, etc., ben, on n'est que 4 sur le marché, 5. Il y en a 2 qui font du conseil, ben c'est fini, on ne risque pas d'être 2 pour... voilà. Le mal est fait chez eux. Donc je dis à la Commission, ne prenez pas argument de cette situation dans d'autres États qui ont déjà asséché leur marché pour suivre leur raisonnement qui est en fait perverti. Ce que je dis, c'est
La France s'est préservée de cela. Elle peut encore offrir aux entreprises le choix du commissaire aux comptes au moment de la rotation des mandats. Alors vous me répondez souvent, vous savez, il y a des marchés, ils sont tellement rédigés, je ne peux même pas soumissionner, alors que, etc. Mais quand même, nous avons 250 ou 300 cabinets EIP dans notre marché. C'est énorme. Très peu d'États peuvent se prévoir. Moi, la seule chose que je dis, c'est que la chose qui manque pour moi dans votre marché, mais soyez indulgents avec moi, je ne m'intéresse à votre profession que depuis le 1er avril dernier, s'il vous plaît. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un petit enjeu de regroupement des cabinets de taille intermédiaire. Je pense, notamment au moment de la réforme des informations non financières, mais vous n'en avez pas parlé, donc très bien, il y a des sujets qui vont vous... Si vous voulez vous rester dans le marché, qui vont vous obliger à vous regrouper pour vous renforcer, pour avoir encore davantage de compétences qui vont être demandées dans des domaines de plus en plus variés. Mais si on en reste même au simple audit des comptes, montez en puissance les moyens, les tailles moyennes, montez en puissance, emparez-vous des sujets, prenez de l'importance et montrez que vous pouvez être, par exemple, le Haut Conseil l'accepte parfaitement, co-commissaire au compte d'un BIG. Alors, pas dans les conditions de ce qu'on a vu dans la décision dont je parlais tout à l'heure, mais le Haut Conseil, il n'a jamais considéré qu'il fallait absolument 50-50. Vous pouvez très bien dire avec un BIG, bon, moi, le sujet machin, je suis super top. Ça représente peut-être que 30% de l'activité. J'y serai pas sur tous les sujets, mais le Haut Conseil n'a rien à dire là-dessus. Il ne va pas dire ah, mais c'est pas bien, etc. Voilà. Justement, Madame le Président, vous allez directement sur le deuxième volet de ma question, qui est de dire pour accéder à ce type de mandat, il faut passer le barrage des appels d'offres. Or, moi qui fais partie d'un groupement de cabinets de taille moyenne, nous sommes très très inquiets de voir que nous ne parvenons pas à passer le barrage des appels d'offres. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre nous sont inquiets de se dire que tôt ou tard, ils sortiront du marché de l'audit. On me l'a EIP. déjà dit. Et alors, j'ai pris rendez-vous avec la présidente de la direction de la concurrence, de la haute autorité sur la concurrence. Il faut que je parle de ça avec elle. Je ne sais pas comment je peux intervenir là-dedans. Elle va peut-être m'aider à en sortir. Il y a la question de la labellisation aussi. Est-ce qu'il faut... Vous voyez, vous avez... je suis un peu longue, mais je pense que les questions sont importantes. Vous avez dans la profession d'avocat des avocats qui se spécialisent et ils sont autorisés par le profession à se labelliser, spécialiste en droit des sociétés, spécialiste... Vous ne l'avez pas. Vous êtes spécialiste de tout. Théoriquement, vous pouvez auditer tous les comptes. En fait, vous savez que vous avez des spécialités. Certains ont choisi les mutuelles, d'autres ont choisi les établissements universitaires, enfin, que sais-je. C'est peut-être à réfléchir, ça, vous voyez, pour contrer cette difficulté que vous dites sur les marchés. Si vous faites des labels de cette façon-là, ça devrait pouvoir vous ouvrir les marchés qui correspondent au label que vous détenez. Je crois qu'on va clôturer cette assemblée. Merci beaucoup de votre intervention. Merci à toutes et à tous. Avant que je me fasse tuer par le président Benoudiz, qui chaîne avec l'assemblée de l'ordre, on se retrouve bien évidemment dans les travées des universités. Et merci beaucoup, Madame la Présidente.